Salutations à tous mes petits amis lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture bilan du mois de mai et j'ai 4 livres à vous présenter, dont un qui a été un gros coup de cœur. Donc je vous propose de commencer maintenant. Le premier livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est Shades of Shadows de Victoria Schwab aux éditions Lumen. C'est donc le deuxième tome de la saga Shades of Magic. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette saga, le principe c'est qu'on a 4 Londres différents, dans 4 mondes différents. On a le Londres rouge, qui est rempli de magie, le Londres gris, qui est équivalent à peu près à notre monde, la magie n'existe pas, le Londres blanc, qui a un tout petit peu de magie mais pas beaucoup, et le Londres noir, qui est complètement détruit. Dans ce tome-là, on retrouve les protagonistes du premier tome dans le Londres rouge, donc celui qui est plein de magie. Et ça tombe bien, parce qu'on suit dans ce livre-là le tournoi magique de l'Essentak. Comme je disais, on suit l'Essentak, c'est un tournoi magique où les plus grands magiciens des 4 contrées du pays, des 3 contrées du pays, si je me trompe dans les chiffres, c'est pas bon, des 3 contrées du pays s'affrontent pour savoir qui sera élu meilleur magicien et qui organisera l'Essentak l'année d'après. Donc on se retrouve dans le Londres rouge pour pouvoir suivre ce tournoi de magiciens auquel participent nos chouchous, nos personnages chouchous que je vais vous présenter tout de suite. Lila, elle vient du Londres gris. Et elle a été amenée au Londres rouge parce qu'elle a aidé les personnages que je vais vous présenter après à régler leurs petits soucis dans le tome 1. Parce que sinon, normalement, elle ne peut pas être dans le Londres rouge parce qu'on ne peut pas voyager d'un Londres à l'autre, c'est totalement interdit. Donc Lila, qui c'est? Lila, c'est une voleuse professionnelle, elle est super badass, elle est tellement cool, et elle est devenue pirate. C'était son rêve de petite fille, elle a réussi à devenir pirate, et franchement, elle est juste top, hyper badass, et il faut plus de personnages féminins comme elle dans les bouquins, c'est obligé. Ensuite, on retrouve Kel. Kel, c'est un de mes personnages favoris. Kel, c'est un Antari. Donc un Antari, qu'est-ce que c'est? Un Antari, c'est un magicien de sang. C'est l'une des seules personnes à pouvoir voyager d'un Londres à l'autre. C'est donc le messager du roi, puisque les différents royaumes, Londres blanc, Londres gris, Londres rouge, communiquent quand même entre eux. Le Londres noir est complètement détruit, donc ils ne peuvent pas communiquer avec. Mais sinon, ils communiquent entre eux grâce à Kel, qui est le dernier Antari, le tout dernier, le seul qui peut voyager de monde en monde. C'est donc un magicien du sang très 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 puissant. Mais suite à ce qui s'est passé dans le tome 1, il est un peu troublé. Je vous invite à lire le tome 1 pour savoir. Résultat, il a besoin de se défouler tout le temps. Et donc, il va participer à l'Essentak. Sauf qu'il n'a pas le droit normalement, puisqu'on sait que c'est lui le magicien le plus puissant, puisque c'est un Antari. Donc il doit se faire passer pour quelqu'un d'autre, et il doit pas gagner, surtout pas gagner. Sinon on va savoir qu'il a participé et tout, ça va être un peu la merde. Ensuite, on a Ri, qui lui aussi vient du Londres rouge, tout comme Kel, puisque c'est le frère de Kel, et c'est le fils du roi. Donc ça va être le futur roi, Ri. Petit disclaimer, j'ai oublié de vous dire, Kel, c'est pas vraiment le fils du roi, c'est son fils adoptif, parce qu'il est Antari justement. Donc c'est pour ça que Ri et Kel, ils se considèrent eux comme des frères. Ils sont très très liés. Donc, je disais, Ri, futur roi, très très lié à son frère, c'est lui qui organise l'Essentak. C'est c'est son premier grand rôle à jouer en tant que futur roi et en tant que prince. Donc il organise l'Essentak, et comme il organise l'Essentak, il a pu faire en sorte que son frère participe de manière cachée. C'est même lui qui a eu l'idée, parce qu'il en peut plus que son frère soit dans cet état-là. Bon, c'est aussi un peu pour lui, ça vous allez le voir si vous lisez le livre. Et Ri, c'est un personnage très cool, je l'aime bien, il est naturellement drôle, fêtard, très enjoué tout le temps, il drague tout le monde, il met son frère dans des situations pas possibles, mais c'est assez hilarant. Il est très très gentil, mais dans ce tome-là, on apprend qu'il est aussi assez torturé, donc je vous invite à lire pour en savoir plus sur lui. Et enfin, dernier petit personnage qu'on rencontre, non, parce que c'est pas le dernier qu'on rencontre, mais je le trouve très important, c'est le dernier que je trouve très important et que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Alucard. Alucard, je l'adore, vraiment, on le découvre dans ce tome et il est génial. C'est un corsaire magicien qui a pas mal de pouvoirs, et c'est le capitaine de Lila, puisque je vous ai dit, Lila était devenue pirate. Et c'est comme ça qu'on le rencontre. Et c'est lui, d'ailleurs, qui enseigne la magie à Lila, et il participe aussi à l'Essentak, et il est hyper puissant. Donc il y a de fortes chances que ce soit lui qui gagne, mais ça, on sait pas. On sait que quand on a lu le livre. Et il est hyper drôle, hyper attachant. Lui aussi cache de lourds secrets qu'on n'a pas vraiment découvert dans ce tome. J'espère qu'on en saura plus dans le prochain et dernier. Parce que vraiment, il m'intrigue grandement. Il est
je sais pas, il a un petit truc mystérieux qui fait qu'on a envie d'en savoir plus et qu'on s'attache très vite à lui. Donc voilà, je vous ai présenté vite fait l'univers, les personnages et l'histoire en gros, très gros. Donc maintenant, je vais vous parler de la plume de l'auteur. Donc la plume de l'auteur, je la trouve extrêmement fluide, très addictive. Je n'ai pas pu lâcher ce roman, pourtant c'est une grosse brique. Hein. Il fait pas loin de 700 pages, ce qui est plutôt pas mal hein, pour un bouquin, qu'on se le dise. Il y a beaucoup de détails par contre, parce que c'est un univers fantasy, certes jeunesse, mais ça reste un univers fantasy, donc c'est très très détaillé, très descriptif, mais franchement, on voit pas le temps passer, c'est assez fluide, le rythme est plutôt bon, donc c'est très très agréable à lire. Et il faut que j'arrête de dire très, c'est très embêtant pour vous, je pense. Donc voilà, en plus l'univers est vraiment dingue, comme vous pouvez le voir, les personnages sont fous, l'auteur a fait un travail fabuleux, bref, vraiment, je vous le recommande. C'est une saga que j'apprécie beaucoup. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter ce mois-ci, c'est Le Sorceleur tome 3, Le sang des elfes, de Andrew Sapkowski, aux éditions Brajlon. J'adore toujours autant les couvertures de Brajlon, qu'on se le dise. Je vais aller un peu plus vite sur ce tome parce que je vous ai présenté le tome précédent dans la lecture au bilan du mois d'avril. Donc je vous invite à aller la voir, notamment concernant les personnages principaux que je ne vais pas redétailler ici. Je vais juste vous parler un peu de l'histoire, du nouveau personnage qu'on voit et vous faire un petit point sur la plume de l'auteur. Donc, commençons. Ce tome-ci est beaucoup plus centré sur Ciri, que je vous ai présenté la dernière fois, sur son entraînement en tant que sorceleuse, mais aussi son entraînement en tant que magicienne. Bon, ne vous en faites pas, on voit toujours Gérald de Rive, le sorceleur, mais on le voit gérer tout ce qui... Enfin, on le voit gérer plein d'emmerdes, causé par des gens qui recherchent désespérément Ciri, parce que Ciri est le personnage clé de ce tome. Donc, comme je vous disais, on retrouve les 4 personnages que je vous ai présentés la dernière fois, Ciri, Jasquier, Gérald de Rive, Yennefer, et on voit un nouveau personnage qui est Triss Merigold, qui est une magicienne elle aussi, qui est la meilleure amie de Yennefer et qui est amoureuse de Gérald, qui crée encore plus de soucis. Vous savez, je vous ai parlé de la relation tumultueuse de Gérald et Yennefer la dernière fois. Et ben voilà, une troisième personne se rajoute, donc je vous raconte pas le bordel. Triss, elle est hyper puissante aussi, c'est elle qui commence à former Ciri, mais elle n'arrivera pas, donc elle laissera sa place à Yennefer, qui est quand même plus puissante qu'elle. Ce tome, je l'ai plus apprécié par rapport aux 2 autres, parce que, petite nouveauté, ce ne sont plus des nouvelles, c'est un roman, un vrai roman, avec des chapitres, une histoire qui se suit. Donc chronologiquement, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile à suivre. J'ai beaucoup aimé ce changement de format. Bon, bien sûr, le tempo reste un peu lent, parce que ça reste de la fantaisie. La fantaisie, c'est rarement hyper violent, hein, qu'on se le dise. Mais ça va bien à l'univers, ça va bien à l'auteur. Franchement, nickel. Très bon livre, je vous recommande cette saga. Le troisième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est cette grosse bricasse d'amour qui est sûrement mon coup de cœur du mois. Donc j'espère que vous êtes bien installés parce que ça risque de prendre un peu plus de temps que pour les autres livres. Il s'agit donc, parce que bon, je vous fais tous blabla mais je vous ai pas dit de quoi il s'agit, c'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Qu'il faut dès aujourd'hui que vous achetiez et que vous lisiez. C'est tout. Je vais vous faire quand même un petit résumé pour avancer mon propos. Donc, Le Prieuré de l'Oranger, qu'est-ce que c'est? C'est un roman fantasy qui est extrêmement bien. Voilà, c'est tout. C'est fini. Maintenant, vous achetez-le. Bon, plus sérieusement, c'est un livre très complet de fantasy. Il y a toute une géopolitique, toute une histoire de dragons, toute une histoire de magie. Enfin bref, de la bonne fantasy comme on les aime. Dans Le Prieuré de l'Oranger, on suit 4 personnages principaux que je vais vous enfin 4 narrateurs. Il y a d'autres personnages principaux, mais il y a 4 personnes qui narrent que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais d'abord, un petit point sur la géopolitique de ce bouquin. Donc, on a l'Ouest et l'Est qui sont dans une espèce de guerre froide. Il y a des tensions assez importantes. À l'Ouest, il y a une religion qui s'appelle la Vertu, qui prône pas mal de choses, notamment la communion, la justice, enfin bref, il y a 12 chevaliers de la vertu, que je vous invite à lire le roman pour en savoir plus sur ces 12 chevaliers, parce que c'est pas le plus important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne supportent pas les dragons.
À bas les dragons, pas de dragons, aucun dragon. Parce que dans ce monde, on a deux sortes de dragons. On a les dragons de l'Est, qui sont les dragons de l'eau et de l'air. Et on a les dragons qui viennent buter tout le monde, en gros, qui sont les dragons du feu. Il y a eu, il y a 1000 ans, un dragon qui s'appelle le Sans-Nom, qui est venu buter tout le monde, en somme. Il a fini par être enfermé au fond d'une mer qui s'appelle l'Abysse. Et c'est pour ça que l'Ouest déteste tous les dragons. D'ailleurs, la reine de l'Ouest, elle s'appelle Sabran, et elle doit absolument faire un enfant, parce qu'il paraît que tant que sa lignée à elle, donc la lignée des Bérénettes, perdure, le Sans-Nom ne peut pas se réveiller. Bon, en vrai, c'est plus compliqué que ça, on le voit quand on lit le bouquin. Donc ça, c'est pour l'Ouest. Concernant l'Est, c'est l'inverse. Les dragons sont considérés comme des dieux. Bon, les dragons seulement de l'Est, hein, donc ceux de l'air et de l'eau, pas les dragons du feu. Ça, ils ont un point commun, ils se rassemblent là-dessus. Ils ne peuvent pas voir leur ennemi juré qui est le Sans-Nom. Les dragons du feu, les Wyrms comme ils le disent. D'ailleurs, ces dragons ont pris une région du monde qui s'appelle la Iskaline et ils commencent à se réveiller peu à peu, donc c'est la merde pour un peu tout le monde. D'ailleurs, là, je sais pas si c'est très clair parce que bon, il y a plein de régions, plein de pays, donc je vais voir si je peux vous trouver la carte et vous l'incruster à un petit moment, histoire que vous vous repériez dessus. Après, il faut que je vois ça avec le monsieur qui monte mes vidéos, ça se trouve, il ne va pas être d'accord. Donc si vous n'avez pas de carte, c'est de sa faute, sachez-le. Donc voilà, je vous ai présenté un peu le climat, la géopolitique, l'histoire. Maintenant, je vais vous présenter les 4 narrateurs. Donc, premier narrateur, enfin narratrice plutôt, c'est Aide Durian. Aide Durian, qui c'est? Aide Durian, c'est une mage du prieuré de l'Orangerie. Elle se fait passer pour une dame de chambre à la cour de Sabran, donc à l'ouest, pour la protéger. Elle a pour mission de la protéger. C'est le prieuré qui lui a donné cette mission. Le prieuré, c'est une espèce de confrérie qui se réunit autour d'un arbre qui est un oranger. Arbre qui fait tomber ses fruits, et ces fruits sont gorgés de pouvoir. Donc si l'arbre vous donne un fruit, vous le mangez, et vous avez ce qu'on appelle le Siden, vous êtes un mage en somme. Et donc ce prieuré se situe au sud, et c'est de là d'où vient Aide. Aide, elle est très badass, elle protège Sabran du mieux qu'elle peut, et franchement c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais c'est pas mon personnage préféré, c'est le personnage qui arrive, qui est Tané. Tané, qui c'est? Tané, elle vient de l'Est, elle, de la Seiki. C'est une orpheline qui toute sa vie s'est entraînée comme une folle, comme une malade, sans jamais rien faire d'autre que s'entraîner pour devenir dragonnière. Dragonnière, c'est son rêve. Elle veut être dragonnière, donc c'est des gardes de haute mer, les dragonniers, qui montent des dragons, hein, comme leur nom l'indique, pour protéger tout l'Est. Sauf que il lui arrive un petit truc au tout début du bouquin qui fait que elle est un peu dans la mouise, mais ça je vous invite à lire pour en savoir un peu plus. Ensuite, on a mon personnage que je déteste du fond de mon petit cœur, c'est Niklaus Ross. Niklaus Ross, qui c'est un anatomiste et un alchimiste qui lui vient de Mentendon, donc vous vous repérez sur la carte, et qui a été un temps à la cour de la reine Sabran à l'ouest, et qui s'est fait bannir parce qu'il a fait de la merde, à Orisma, qui est tout à l'est, qui est le dernier comptoir commercial de l'ouest à l'est. J'espère que vous me suivez, hein. C'est un peu compliqué, mais ça vaut le coup. Et donc c'est un personnage insupportable qui ne pense qu'à sa petite figure, et qui fait, enfin, à cause de lui, il y a pas mal de trucs qui se passent qu'on aurait pu éviter, et c'est la merde pour les autres personnages, quoi. Donc, je ne l'apprécie pas trop. Il lui est arrivé des trucs qui peuvent expliquer son comportement, mais tout de même, il m'insupporte. Enfin, le dernier narrateur, c'est Lord Artelot Rue. J'espère que je le prononce bien. Donc lui, il est à la cour de Sabran depuis qu'il est tout petit. Il est destiné à devenir le vicomte, je crois que c'est vicomte le terme, de Boulodor. Donc Boulodor, c'est un domaine à l'ouest, c'est pour ça qu'il est à la cour de Sabran, et c'est le meilleur ami d'enfance de Sabran. Ils sont inséparables, d'ailleurs ce qui lui vaudra de vivre toutes les péripéties qu'il va vivre, et également il devient un très bon ami de Aide, qui est à la cour pour protéger Sabran. Donc il est très important, sans lui il y a pas mal de choses qui pourraient pas se passer, il est très gentil,
Il est adorable, vraiment, je l'adore. Et c'est un petit chou à la crème, c'est tout ce que j'ai à dire. Comme vous pouvez le voir, le livre est assez compliqué, il y a pas mal de personnages, je vous en ai présenté 4, il y en a beaucoup plus que ça. Je vous ai présenté les 4 narrateurs parce que ça me paraissait essentiel. L'histoire, je l'ai résumée au strict minimum, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, et franchement, il faut absolument découvrir cette œuvre parce que vraiment, elle est hyper complète. En plus, la plume de l'auteur est très fluide, le style est très agréable, c'est immersif, détaillé. Tout ce qu'on recherche dans la fantasy, ça y est, vraiment, je vous conseille ce livre. En plus, personnellement, moi j'adore quand il y a différents points de vue, et là c'est écrit avec 4 narrateurs différents, ce qui fait que j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Par contre, si je devais mettre des petits points négatifs, le début est assez lent, ce qui fait que la fin est très rapide. C'est un peu gênant, mais ça m'a pas gêné plus que ça. Il y a certains scénarios sont mis en place et sont résolus de manière très rapide, alors qu'il y a d'autres trucs où on s'appesantit beaucoup plus dessus et ça serait pas nécessaire. Enfin, je pense que ça aurait mérité plusieurs tomes pour que vraiment l'intrigue soit bien résolue de manière plus détaillée, moins rapide et moins taisez-vous, c'est magique, quoi. Mais voilà, sinon ça reste quand même un excellent roman que j'ai adoré. C'est mon coup de cœur de ce mois-ci et franchement je vous le conseille à 1000%. Lisez-le, c'est pépite. Enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter ce mois-ci, c'est Codename Black Angel de Richard Marlowe aux éditions Edilivre. C'est un genre que je lis pas du tout, c'est un roman d'espionnage et d'érotisme où on suit une jeune espionne américaine qui vit des missions toutes plus périlleuses les unes que les autres. On retrouve 3 personnages qu'il faut que je vous présente dans ce petit roman. Tout d'abord Evil, dite Black Angel, qui est l'espionne dont je vous ai parlé dans le résumé. Elle est totalement froide, implacable, elle est extrêmement forte, elle a un talent, c'est pas possible, c'est la meilleure. Un point, c'est tout. Cependant, elle a une petite faiblesse, elle est complètement et totalement nymphomane. Moi, je trouve que c'est une faiblesse parce qu'on va le voir dans le bouquin, ça peut s'avérer être une faiblesse, mais elle peut aussi s'en servir pour réussir ses missions, notamment. Ensuite, on retrouve numéro 1, dit le bâtisseur, qui est le gérant de l'organisation secrète qui enlève Eve. Alors lui, il veut totalement et complètement détruire le monde pour le reconstruire à sa manière, et il veut aussi par-dessus tout tuer Eve, parce qu'il a un petit souci avec elle. Vous allez voir, ils se connaissent un peu. Ensuite, on a numéro 2, qui s'appelle Olga. Et elle est amoureuse du bâtisseur, complètement in love, donc elle fait tout ce qu'il demande, elle compte détruire le monde pour le reconstruire, parce que le bâtisseur, il veut détruire le monde et le reconstruire. Et elle ne supporte pas Eve, absolument pas, elle est jalouse d'elle au possible. Elle veut la torturer, lui faire le plus de mal possible, et la buter à la fin. Des personnages en somme, très sympathiques, comme vous pouvez le voir. C'est un petit roman bien sympathique. Concernant le côté espionnage, l'intrigue est très sympa, bien menée, c'est haletant, c'est immersif. Cependant, il y a certains trucs qui sont un peu prévisibles, on peut s'y attendre, c'est un peu dommage, mais ça reste quand même dans l'ensemble quelque chose qu'on a envie de lire et dont on a envie de savoir la fin. Concernant le côté érotique, les scènes sont bien décrites, elles sont réalistes, c'est pas too much, on part pas sur des positions alambiquées que personne dans la vraie vie ne sait faire. C'est plutôt bien décrit, comme je l'ai déjà dit, et vraiment, elles sont faites avec parcimonie, au bon endroit quand il le faut. Franchement, pour ce côté-là, top. En plus, ce livre a un bon rythme, les chapitres sont assez courts, ce qui fait qu'on le lit rapidement, c'est fluide, et on le lit assez vite. Moi, j'ai mis un jour en gros à le lire, et franchement, c'est ce que j'avais besoin en ce moment, c'est cool. Néanmoins, il y a quelques petits soucis, comme je vous ai dit. Outre le fait que certains trucs sont prévisibles, il y a des coquilles dans le roman, des fautes de frappe, des mots qui manquent, et ça, j'avoue que j'ai un peu de mal avec. Dans l'ensemble, ça reste une bonne lecture que je conseille aux gens qui aiment ce genre-là. Voilà, c'était les 4 livres que j'ai lus ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à me dire en commentaire comment je pourrais m'améliorer. Je vous invite également à venir parler avec moi d'un des 4 livres si vous les avez lus, et de me dire ce que vous avez lu ce mois-ci. Également, j'ai tourné une petite vidéo qui est sortie juste avant celle-ci qui s'appelle Pile à lire du mois de la fantasy. Et je vous invite à aller la voir pour me dire si vous aussi vous avez fait le challenge et quel livre vous avez mis dans votre challenge. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous fais des bisous et bye!